Monsieur le Président, chers collègues, il y a un an, le Président de la République nous enjoignait au réarmement démographique. Que s'est-il passé depuis? D'un côté, le réarmement a pris un sens bien concret, puisqu'Emmanuel Macron parle maintenant d'entrer en économie de guerre. Et de l'autre, la natalité continue de plonger, et surtout la France dégringole au 23e rang de l'Union européenne en matière de mortalité infantile, la honte. Comparer nos utérus à des armes au moment même où nous mettions l'IVG dans la Constitution, destinée comme avenir pour nos enfants le remplacement des maternités par les missiles, une mort sur un champ de bataille ou une planète devenue invivable, n'est pas propice, il faut le croire, à donner envie aux femmes d'avoir des enfants. Oui, aux femmes, c'est d'elles en particulier que je veux vous parler, car parler de natalité, c'est avant tout parler des femmes. Ce sont les mères qui payent le coût de la parentalité. Être mère a un coût, comme le souligne la note du même nom, réalisée par Lucille Peytavin et Lucille Quillet pour l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes. Avoir un enfant, c'est certainement une grande source de joie et d'amour. Mais c'est aussi un travail qui use, qui coûte d'autant plus qu'il est invisible, gratuit et non partagé. Devenir mère aujourd'hui en France, c'est se retrouver seule avec son enfant, au mieux 28 jours après sa naissance, le plus souvent 11 jours, c'est-à-dire que c'est à cela qu'est réduit le congé paternité obligatoire. C'est pour une mère sur 6 faire une dépression postpartum, une dépression qui peut mener au suicide, première cause de mortalité maternelle en France. C'est de voir, quand l'enfant a tout juste 2 mois et demi, reprendre le travail si on a la chance d'en avoir un, et aussi d'avoir trouvé un mode d'accueil, c'est-à-dire, parlons franchement, confier son enfant aux soins d'autres femmes. Être mère, pour 160 000 d'entre elles, c'est se retrouver sans mode d'accueil à l'issue du congé maternité. C'est être la variable d'ajustement de cette carence de services publics. 94% des congés parentaux sont pris par des femmes pour une somme ridicule. Face à cela, que fait le gouvernement ? Il annonce une réforme du congé parental, mais on ne sait toujours pas quelle sera la hausse d'indemnisation. On sait déjà qu'il sera considérablement raccourci au détriment des mères sans emploi et les plus précaires. Aucune trace, en revanche, d'un allongement de la part obligatoire du congé paternité. La mère assume seule les premiers mois, apprend le métier de parent seul, mais on nous fait croire qu'ensuite le père prendra magiquement le congé parental. Et du côté des places en crèche, le Haut Conseil de l'enfance, de la famille et de l'âge estime que 230 000 places en crèche au moins sont nécessaires sous 5 ans pour répondre aux besoins. Pendant le dernier quinquennat, sur les 30 000 places en crèche promises, seule la moitié ont été créées et surtout, le secteur privé lucratif a explosé malgré les scandales de maltraitance avec la bienveillante complicité de la parjure Aurore Berger. Rien non plus pour mettre fin à la spirale de la pénurie du personnel et de la perte de qualification. Pour cela, il faudrait revaloriser ces métiers. Et oui, un autre versant de la dépréciation du travail maternel, la dévalorisation des métiers féminisés. Notre proposition de loi est toujours sur la table. Être mère, selon l'INED, c'est voir sa rémunération baisser de 30% sur le long terme après l'arrivée du premier enfant. L'écart de salaire entre les femmes ayant des enfants et les hommes ayant des enfants se creuse dès l'arrivée du premier enfant pour atteindre 43% au troisième enfant. Même en équivalent temps plein, pour 3 enfants et plus, le salaire moyen d'une femme est près de 30% moins élevé que celui d'un homme. C'est vous dire si le monde du travail reste pensé par et pour des hommes. Devenir père, c'est faire statistiquement 2 heures de moins de travail domestique. Et oui, plus d'heures de travail rémunérées, et donc voir augmenter son salaire. Devenir mère, c'est récupérer 5 heures de tâches domestiques supplémentaires par semaine, le tout pour de modiques allocations familiales, et encore si on a plus d'un enfant. Avoir un enfant pour une femme, c'est à la fois devenir donc le travailleur parental principal et le travailleur salarié secondaire, économiquement dépendant, au risque de tomber dans la précarité en cas de séparation. Or, il s'agit d'une famille sur 4. Oui, sans surprise, quand survient une séparation et que le foyer devient monoparental, c'est 87% des cas, la mère qui est en charge de ce foyer. Le travail gratuit qu'elle a toujours fait, elle le continue. Mais pour une bonne partie d'entre elles, c'est souvent sans pouvoir avoir à côté un travail suffisamment rémunéré pour se loger et vivre dignement avec son enfant. C'est donc être exposé particulièrement à la précarité, ça a été montré par de nouveaux rapports. Mais être une mère isolée, c'est aussi être exposé au discours stigmatisant. C'est être suspecté de frauder, c'est se voir retirer l'ASF dès que l'on est suspecté de s'être remise en couple, comme s'il fallait toujours maintenir cette dépendance économique. La France insoumise a défendu la déconjugalisation de l'ASF, comme le préconisent nos rapporteurs, et macronistes et la droite l'ont refusé, mais on peut encore le refaire si vous le voulez. Pire, être mère isolée, c'est être suspecté d'aliénation parentale ou même condamné pour non-présentation d'enfant quand on a voulu protéger son enfant des violences de son père. C'est entendre dire après la séparation, parfois accompagnée de violences, que le lien de l'enfant avec le père est sacré, alors même que la société n'a rien fait pour favoriser ce lien dès la naissance de l'enfant.
Être mère est particulièrement isolée, précaire ou mère des quartiers populaires, c'est être taxée de mère défaillante quand son enfant rencontre des difficultés scolaires, des déboires judiciaires ou tout simplement se révolte légitimement contre les violences policières. Alors, je vais conclure là-dessus. Ici, on s'interroge sur les politiques familiales, mais souvent dans cet hémicycle, quand on parle des familles, c'est pour les montrer du doigt, leur proposer de retirer leurs allocations familiales, et c'est rarement en faveur de la jeunesse et de l'égalité réelle de genre. Ne vous en déplaise, les jeunes générations qui se lèvent, et tout particulièrement les jeunes femmes, ne sont pas prêtes à en rabattre sur la liberté et l'égalité. Si vous voulez que les jeunes filles d'aujourd'hui aient envie d'avoir des enfants, il faut garantir d'une part l'absolue liberté de choix d'en avoir ou pas, et d'autre part l'égalité absolue dans la parentalité et dans toute la société. Je vous remercie.